Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du mardi 1er juillet 2025. On attaque un nouveau mois, nouveau trimestre, nouveau semestre avec un BTC en léger recul aujourd'hui, 106 820, mais ça reste assez contenu. On voit que sur le mois, on est tout juste à l'équilibre, à plus 1,73. On est en recul sur le mois de moins de 2,88 pour un Ether qui, pour l'instant, peine à reprendre les 2500 $ et les 300 milliards de capitalisation. Il est juste en dessous. On a un XRP qui, lui, est dans le vert, mais à l'équilibre. Bitcoin Cash qui, bizarrement, pareil, 30% sur le mois, hyper liquide, toujours 18, en recul de 4% sur les dernières 24 heures. Et on voit que quand on regarde comme ça en mensuel, quand même, on a assez peu d'alts qui tiennent le pavé. On a plus 12 du côté de Uniswap, plus 8 du côté de AAV, moins 20% pour Tao Bitensor en mensuel, moins 14 pour NIR Protocol, moins 22 pour le croc de Crypto.com. Donc voilà, c'est toujours pas la part belle du côté des altcoins. Et on clôture ce top 50 avec Arbitrum qui avait pump ces dernières 24 heures, mais qui a reculé tout aussi sec, moins de 10%, suivi de Ramder, Algorand, Ethena, Sequant et Filecoin qui sont tous entre 1,54 et 1,6 milliards de capitalisation. L'action de prix en 4 heures, toujours mou du genou, on avait bien rattrapé depuis les 98 000 $ ici, remonté jusqu'à 108, 109, mais pour l'instant ça ne passe pas. Donc la clôture mensuelle est plutôt encourageante, mais on n'a pas fait un nouveau point haut, bien entendu. Le Crypto Fear and Greed 64, pas très loin de repasser dans la neutralité, donc on est tout à fait dans ce fameux ventre mou estival. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui sont en train de se mettre en place, et notamment du côté du marché TradFi vis-à-vis de la crypto, puisque dans un premier temps, les États-Unis au niveau du S&P 500 viennent de toucher les 6200 points et d'imprimer à nouveau un nouvel ATH. Circle qui dépose un dossier au niveau de la National Trust Bank licence pour devenir une banque en bonne et due forme. Donc ça, si ça venait à être accepté plus tard, ça va être une petite révolution pour le coup, d'autant plus quand on voit à quel point l'arrivée de Circle en bourse traditionnelle a été hautement spéculée. On a Solana qui aurait son premier ETF. Alors je dis aurait parce que j'ai pas pu complètement recouper les informations et je vous avouerai que étant moi-même un peu off des écrans en ce moment, je vous transmets l'information au conditionnel, mais normalement c'est d'ores et déjà acté. En tout cas, on a l'ETF avec le staking qui serait tout simplement approuvé, ce qui pourrait laisser sous-entendre aussi par la suite qu'on risque d'avoir l'approbation aussi pleine et entière des ETF Ether stakés, donc plutôt une bonne nouvelle. Mais surtout, moi, ce qui m'a plu hier, c'est l'arrivée chez Robinhood de sa propre blockchain et de ses actions tokenisées. Donc dans la foulée, Robinhood qui a pris quasi plus 10%, se hissant à 90 $. Et donc l'info était parue via The Big Whale et tous les autres médias, bien entendu, avec des actions donc comme du Apple, du Tesla, du Nvidia et tout ce qu'il vous plaira, qui pourront bientôt être librement transférées directement sur vos wallets crypto et utilisées dans la DeFi. Et j'insiste sur cette deuxième partie, puisque j'ai vu Marc qui commençait à teaser le fait que peut-être demain, on pourrait avoir notamment sur AAV des dépôts en collatéral d'actions tokenisées. Donc là, vraiment, ça pour le coup, là oui, je suis d'accord, c'est quelque chose de très excitant déjà. On retrouve un peu plus ce souffle qu'on avait en 2020 au moment de l'avènement de la DeFi, mais surtout, ça va permettre de faire des ponts qui seront extraordinaires entre la TradFi et la crypto. Et surtout, si on veut avoir des actions comme du Apple ou du Air Liquide qui finalement bougent assez peu à l'année mais continuent de progresser relativement positivement au travers du temps, en prenant en considération bien entendu que les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais on pourrait avoir en effet quelque chose qui, en termes de collatéral, est moins volatile, nous permettra malgré tout derrière d'emprunter un certain montant tout en restant en crypto. Donc on en vient à faire vraiment le vrai lombard, comme si on mettait en collatéral notre PEA, à ceci près que, attention, j'attire quand même votre attention sur le risque qu'il y aura autour de ça, c'est que ça sera dans tous les cas des produits dérivés. Donc je me demande comment vont se passer les choses derrière du côté Robinhood. Est-ce que c'est du synthétique? Est-ce qu'il y a de la réplication, c'est-à-dire physique avec des actions qui sont détenus pour le compte de leurs clients? Il va falloir faire très attention à ça, puisque contrairement à un PEA où vous avez vos titres qui vous appartiennent, ou sur un compte titre ordinaire, un CTO pour ceux qui font des actions américaines ou mondiales, attention à ce qu'il n'y ait pas derrière quelque chose qui soit un peu plus opaque par rapport à tout ça. Mais en tout cas, ça avance vraiment dans le bon sens et j'ai trouvé ça plutôt encourageant. Le média de l'investisseur, quelle sera la première société à atteindre les 4000 milliards de dollars en bourse? Apple, Microsoft ou Nvidia,
qui pourraient se batailler donc pour l'arrivée dans cette fameuse zone des 4000. Et pour l'instant, il gravite entre 3000 et 3850. Donc peut-être que c'est qu'une question de temps, voire de jours, pour en effet avoir la première société qui atteindra les 4000 milliards. À ceci près que, comme on est en price discovery maintenant, notamment pour le S&P 500, attention à ce qu'on n'ait pas une correction peut-être majeure cet été. Notamment, ça a été porté tout ça par un dollar qui a été extrêmement affaibli, donc c'est à noter. On avait le Vitsi CryptoBreed qui parlait de toutes ces entreprises qui sont en train tout simplement d'acheter du Bitcoin et de devenir une Bitcoin Treasury Company, exactement comme Stratégie, anciennement MicroStrategy. Et donc ils disent que ceux qui auront acheté à un prix trop haut plus tard devront peut-être être contraints de liquider des avoirs pour honorer les engagements, etc. Un peu un genre de cercle vicieux. Donc aujourd'hui, avec MicroStrategy, il y a assez peu de chances que ça arrive. Effectivement, on en a encore discuté sur le Discord il y a quelques jours. Mais pour les sociétés qui rentrent aujourd'hui à 100 000 $ et plus du côté de BTC, est-ce que si un jour on revient ne serait-ce que comme on l'a vu dans la dernière émission autour de 50 000 lors d'un futur bear market, ça va pas commencer à poser des problèmes? C'est là la question. En tout cas, avec Alexandre Baradez, avec plus de 15% d'écart au premier semestre, c'est la plus importante surperformance des actions européennes par rapport aux actions américaines jamais enregistrées. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment où on nous vendait un peu la fin du monde, et notamment pour l'Europe au moment des tarifs douaniers, et on voit qu'au final c'est quelque chose qui a permis vraiment de recouvrer, et pas qu'un peu, et notamment du côté du CAC 40 français pour ceux qui le suivent. Tino de Bourse qui proposait au travers de ici Fuboro une fiche pour l'EBITDA, donc c'est Earning Before Interest, Tax Depreciation et Amortization. Donc je vous laisse traduire, flemme de faire ça de tête de bon matin, surtout que je vais probablement mâcher la moitié des mots, exactement comme quand je parle en anglais. En tout cas, c'est un calcul qui vous permet de voir un peu en profondeur la santé de l'entreprise, et avant d'investir, notamment quand vous achetez des actions. Entre ça et le fameux PER qui est le Price Earning Ratio, en général, vous arrivez à peu près à savoir où vous allez. C'est des trucs qui peuvent sembler un peu barbares, mais une fois que vous avez compris cette gymnastique, et je pense que plus tard, probablement autour de l'automne, quand on sera amené à recevoir un peu plus des experts TradFi ou des trucs comme ça, on fera le point autour de ça pour vous donner les cartes en main directement sur comment investir au mieux quand vous devez jauger de la santé d'une entreprise. Quand on parle d'un Apple, d'un Nvidia, d'un Tesla, bien entendu, et encore que ça a son importance, c'est peut-être un peu moins important que la hype et que ce qu'on peut voir en termes de nouveaux produits, etc. Bien que ça sert exactement à mesurer pareil que pour les petites et moyennes entreprises au niveau de la santé, de la croissance et du développement. Mais ensuite, quand il s'agit justement de trouver des pépites dont pas tout le monde parle sur les réseaux sociaux et qui sont pas des super capitalisations, on va dire principalement les 7 magnifiques, là c'est quelque chose vraiment qui entre en ligne de compte et qui vous permettra de détecter en amont parfois des sociétés qui marchent très bien mais qui sont pas capitalisées à la hauteur de ce qu'elles devraient être. La frugaliste futée qui nous met en avant par rapport à l'administration de Trump et les États-Unis, le Sénat qui vient d'approuver le Big Beautiful Bill à 51 contre 49. Les États-Unis sont donc sur le point d'accroître leur dette de 4500 milliards, une somme pharaonique qu'il faudra imprimer, et des consommateurs épargnants qui vont encore perdre. Les investisseurs avisés gagneront. Donc on n'a pas de QE en tant que tel, et notamment aujourd'hui je pense que c'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer de mettre Jérôme Powell de la Fed sur un siège éjectable. Ils veulent à tout prix faire baisser les taux. Or lui, il a compris exactement où voulait aller l'administration de Trump, et il voit déjà dans le rétroviseur le rebond d'inflation qui est en cours aux États-Unis, et si on baisse les taux, ça va s'accélérer encore plus. Donc bon, je sais pas trop comment ça va se terminer tout ça, mais il y a fort à parier que dans les 6-12 mois roulants, on va voir un effet assez négatif par rapport à tout ce qui a été mis en place aux États-Unis, et je pense que ça serait doublement impactant si justement il vire Jérôme Powell, Manu Militari, sur une décision politique. Ça déjà, je pense que les marchés vont pas super kiffer. Et deuxièmement, ils vont mettre quelqu'un qui forcément va aller dans le sens de l'administration de Trump, et derrière ils vont baisser les taux peut-être de façon drastique. Dans un premier temps, on aura peut-être cet effet un peu tout excité où les marchés vont venir chercher la fameuse bubble un peu verticale et l'euphorie, et c'est peut-être ce qui permettra au Bitcoin de toucher les 150 000 et d'avoir un semblant d'altizone d'ici la fin d'année. Mais ensuite, ce qui se passera vraiment dans les 6 mois d'après, là c'est peut-être justement ce qui déclenchera multimarché, un futur bear market courant de 2026.
2026. En tout cas, c'est pas quelque chose d'anecdotique ce qui est en train de se jouer aux États-Unis et je pense que c'est ce qu'il faudra avoir en tête entre la fin d'année 2025 et début 2026. En tout cas, avec Cryptost, BlackRock qui génère désormais plus de revenus annuels avec son ETF Bitcoin Spot, 186 millions de dollars qu'avec son plus grand ETF historique, l'iShares Core S&P 500 ETF avec 183 millions. Donc ça aussi, si vous aviez besoin de vous en convaincre par rapport au cycle institutionnel, je pense que ça parle de lui-même. Et on clôture avec Charlie Bilelio, donc qui disait exactement ce que je viens de vous décrire un peu plus longuement. On a absolument tout qui est sur des all-time high, que ça soit les actions, le prix des maisons, le Bitcoin, le money supply, la dette nationale, le CPI inflation qui est en train d'augmenter et qui double la Fed Target qui voulait redescendre à 2% mais qui est à 4% depuis 2020 et la Fed qui est censée baisser de 3 fois les taux d'ici la fin d'année alors qu'elle n'a pas du tout les cartes ou les statistiques qui vont en ce sens pour l'instant. Donc on va vers un affrontement déjà entre la Fed et l'administration de Donald Trump qui risque de le virer. Je ne sais pas du tout comment ça peut se passer. Est-ce qu'ils ont le droit de le virer constitutionnellement? Est-ce qu'ils peuvent l'inviter à quitter de lui-même son poste? En tout cas, je ne pense pas que ça soit très très bien pris s'il force comme ça à ce point par la suite pour les marchés qui, oui, dans un premier temps diront « Ok, on va profiter un tout petit peu à court terme de la baisse de taux », mais derrière, je pense que ce qu'il risque de se passer un peu plus en profondeur par rapport à l'économie des États-Unis risque d'être un tout petit peu plus inquiétant. 3250 milliards, donc la clôture mensuelle, je ne sais pas s'il y a énormément à exploiter. On a fait, oui, une bougie légèrement plus haute que le mois précédent de mai, mais on n'a pas fait un nouvel atterrage, donc attention qu'on ne soit pas, en effet, dans la configuration qu'on avait faite ici un peu à l'époque, où on avait eu 2 points plus haut que le précédent, là on aurait 2 points moins haut que le précédent, avec derrière un déroulement qui nous conduirait un peu précipitamment dans un bear market. C'est pas forcément ce que je privilégie aujourd'hui, notamment quand on voit l'appétit complètement gargantuesque des institutionnels envers Bitcoin en premier lieu, et petit à petit on voit que les pions sont en train d'être placés, notamment au travers de Circle, notamment au travers de la tokenisation d'actifs comme les actions. Donc ça avance dans le bon sens, mais sur la période estivale, voilà, j'ai toujours un gros doute de ce qu'il risque de se passer. En tout cas, tant qu'on ne repère pas en hebdomadaire les 3000 milliards, ça devrait plutôt pas mal se passer. La Bitcoin dominance, on a une jolie divergence et encore que, bon, les puristes des divergences diront que on ne peut pas mesurer ça comme ça fondamentalement, mais bon, on a 2 points plus haut que le précédent au niveau du cours de la BTCD, tandis que le RSI est en train de faire 2 points plus bas. On va voir si ça s'active d'ici l'automne, ne serait-ce qu'un retour ici autour de 55% de dominance, perdre une dizaine de pourcents, ça nous permettrait de venir chercher notre x2 à x3 du côté des altcoins. Si on perd plus et qu'on revient autour de la moyenne mobile 200 proche des 50%, là on pourrait commencer à parler de x3 à x5 à peu près. Et si on revenait au point bas de mai 2021 et octobre 2022 autour de 40%, là on pourrait viser du x5 en majorité sur la plupart des altcoins. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que vous devez vous matérialiser le rapport de poids du Bitcoin, de sa dominance par rapport au reste du marché, sachant que là on parle de 65%, mais si on retranche en plus les stablecoins, on est au-dessus de 70%, ça commence à faire. Le Bitcoin lui-même, bien c'est pareil que le crypto total, à ceci près que le Bitcoin a fait un nouveau point haut, tandis que le crypto total ne l'a pas fait lui. Donc on est pile poil dans les clous du printemps-automne 2021. Attention à ce que ça ne se transforme pas en ce que ça nous a fait à l'époque. En tout cas, comme je le disais, notamment dans le billet de l'Oracle News qui devrait paraître aujourd'hui, puisque hier on ne l'avait pas bouclé, on est autour de 50 000 $ pour la moyenne mobile 200, ce qui fait que si vous commencez un DCA à aujourd'hui, pour moi, en tout cas, c'est un avis personnel, c'est pas un conseil en investissement, c'est pas pour dire j'aurai raison ou j'aurai pas raison. Je suppose que ça pourrait être intéressant plus tard de commencer à faire le DCA à 50 000. Pour une personne qui attaque immédiatement aujourd'hui, le but, ça va être de le faire suffisamment longtemps pour, si l'on baisse au travers du temps, en effet, baisser votre prix moyen de revient au niveau des bitcoins que vous aurez accumulés. Il y en a qui en mettent tous les jours, il y en a qui en mettent toutes les semaines, il y en a qui en mettent un certain jour à certaines heures de la semaine, d'autres une fois par mois. Vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez. Et là aussi, n'écoutez pas les réseaux sociaux, faites-vous votre propre plan. Ether est toujours bloqué, mais avait bien défendu les 2100-2150. On avait la moyenne mobile 20 qui est juste sous les 2200, la moyenne mobile 50 et 100 qui sont parfaitement alignés à 2630-2640. Donc c'est le bouchon de champagne à faire péter pour espérer rallier les 2008-2009 et commencer à travailler au-dessus de 3000. Donc un été pareil où il ne se passe pas grand-chose du côté de Ether, qui est lui-même toujours
toujours massivement en retard par rapport à la première crypto-monnaie du marché, c'est-à-dire Bitcoin. Et enfin, les indices et commodités, le VIX qui est plutôt à plat et calme pour l'instant, le gold 3330 $ l'once, petit rebond depuis les 3240. On avait également le CAC 40 donc qui est en retard lui par rapport aux autres indices puisqu'on n'est pas sur un nouvel ATH. On était venu chercher il y a un mois et demi à peu près les 7940 points, mais pour l'instant on reste sur un désintérêt estival. Le DXY, le dollar américain qui nous fait un nouveau point bas à nouveau, 96,72. Donc pour rappel, le DXY c'est un indice, c'est le dollar face à un panier de devises qui est lui-même majoritairement composé à 70% je crois en euros, et ensuite vous avez d'autres monnaies, vous me corrigerez dans les commentaires. Mais bon, dans tous les cas, là on est exactement sur ce qui s'est passé précédemment en 2017 sous l'administration de Trump, mais on voit qu'au bout d'un moment c'était descendu si bas autour de 88 points qu'on était remonté d'ici mars 2020 jusqu'à quasi 102 points. Donc ça avait quand même fait un yo-yo de moins 15% et ensuite on les avait repris dans la deuxième partie du mandat. Donc on va voir comment vont réagir aussi l'administration de Trump au mid-term et à la possibilité justement d'avoir quelque chose de beaucoup plus, on va dire, problématique à gérer courant de 2026 par rapport à leur économie. Le tout avec en effet peut-être un dollar qui remontera et une inflation qui a priori semble pouvoir rebondir dans les prochains trimestres tout en ayant une Fed où on ne sait absolument pas ce qui va se passer, en tout cas pour l'instant. Le S&P en effet qui a clôturé à 6204,95 pour être précis, là aussi on commence à être un peu haut. On a acté un des plus beaux V-bottom qu'on ait vu d'histoire de la finance. Donc on prend ce qu'il y a à prendre, un petit peu de rabio, mais attention à la rotation de capitaux, notamment puisque l'été en effet il y a un peu moins de liquidité, et le Nasdaq qui pareil imprime un nouveau point haut, 22 679, après être venu quand même chercher il y a à peine, c'était quoi, début avril 2025, 16 550 points. Donc on est désormais sur un rebond de 37% pour la tech, sachant que c'est des indices qui en moyenne font du 8-10% par an. Donc imaginez imprimer 4 ans de rendement du côté d'un indice en seulement 2-3 mois de temps. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer du côté des États-Unis. Et comme d'habitude, et comme à chaque beau rebond et comme à chaque belle trend entre guillemets, il y aura tôt ou tard des retours à la moyenne. Et c'est pour ça que, bon, s'il y a probablement encore un petit truc à jouer, et notamment, comme je disais, si on a ce sursaut de liquidité et peut-être derrière ce passage en force de l'administration de Trump vis-à-vis de la Fed, on peut aller chercher le petit excès qui sera très bien retranscrit du côté des crypto-monnaies entre l'automne et fin d'année 2025. Mais ensuite, je vous invite à être très observateur de comment vous allez placer vos TP, puisqu'il y aura un moment où il va falloir fermer les écoutilles, et je pense qu'au niveau du timing, ça risque d'être à peu près comme ça que ça se jouera. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve courant de la semaine, je sais pas encore quand. C'est les vacances, c'est l'été, les gens sont plus devant les écrans, il fait trop chaud pour travailler et trop chaud tout court, et notamment en Europe, donc pensez à boire et à faire attention aux gens autour de vous. Pour ma part, je vous retrouve maximum ce week-end et continuez d'être prudent. Ciao, ciao.